Le grand-oncle de Mustapha nous a emmenés directement au-dessus de cette montagne. On contournait des rochers, on passait au-dessus et en dessous de falaises. C'était comme un sentier. Et moi, je suis fatigué et essoufflé. Quand est-ce qu'on va voir l'arche? Et tout à coup, il montre quelque chose en bas. On regarde et voilà ce bateau énorme, impressionnant. Là, en dessous de vous, dans ce brouillard, vous voyez, c'est presque comme dans un rêve qui tout à coup devient réel. En 1959, on survolait le mont Ararat dans des avions de chasse quand on a repéré ce qu'on disait être l'arche de Noé. Ça avait la structure d'une grande péniche, un peu comme un grand garage. Ça ressemblait clairement à une construction humaine. Je savais que si je voulais avoir une chance d'atteindre l'arche, ce devait être maintenant. On pouvait facilement voir le bois, mais il était pris dans la glace. Jusque-là, je n'avais eu aucune idée de sa taille. J'en avais rêvé. Raphaël et moi étions excités comme si c'était Noël. J'ai essayé de le redescendre de la montagne en le mettant dans mon sac à dos. C'était très lourd. Je n'arrivais pas à garder l'équilibre. Au sommet d'une haute montagne, à l'est de la Turquie, cachée sous un glacier, il existe un vestige qui nous met en relation directe avec notre lointain passé. Certains récits affirment qu'il s'agit d'un très vieux bateau de bois datant de 5000 ans, divisé en stalles et en cages. Grâce au rapport de témoins oculaires, vous allez découvrir pour la première fois ce qui se cache vraiment derrière la légende séculaire de l'Arche de Noé. Vous allez découvrir des photos aériennes inédites et des images satellites qui sont autant d'éléments surprenants à verser au dossier du mystère qui gît au sommet du mont Ararat. Vous allez entendre les récits fascinants des témoins qui ont eux-mêmes vu et photographié l'antique bateau. À la fin de cette émission, vous aurez les réponses aux questions qui rendent perplexes les historiens depuis des milliers d'années. Est-il possible que ces vieilles légendes soient véridiques? S'agit-il bien de l'Arche de Noé? Nous sommes sur le point d'embarquer pour un voyage qui va nous conduire à trouver la réponse à ces questions, ainsi qu'à bien d'autres des plus intrigantes. Y a-t-il une preuve quelconque qu'un immense déluge mondial ait réellement eu lieu, comme la Bible le prétend? À quel nouveau verdict la technologie moderne nous conduit-elle grâce à la photographie satellite et à son analyse en laboratoire? Comment Noé construisit-il cet immense vaisseau et comment fit-il face, lui et toute sa famille, à la plus grande catastrophe que le monde ait jamais connue? Qui sont ces gens qui ont déclaré avoir réellement vu l'Arche de Noé? Ont-ils une photographie ou une preuve quelconque qui corrobore leur déclaration? Partons ensemble à la découverte stupéfiante de la fabuleuse Arche de Noé avec cette enquête pleine d'éléments nouveaux sur un des épisodes les plus fantastiques de l'histoire de l'humanité. Avant de commencer, comprenons que notre recherche de l'Arche de Noé n'est pas une mission à caractère religieux, mais tout d'abord une recherche archéologique ayant pour objectif de déterminer si ce récit mystérieux est vrai ou s'il s'agit d'une fable. Puis dans un deuxième temps, une localisation en vue de retrouver l'arche elle-même. L'arche est probablement l'objet religieux le plus connu et le plus remis en question. Des scientifiques ont soulevé de nombreuses questions sérieuses qui ont provoqué de grandes controverses. Des milliers d'animaux ont-ils réellement embarqué à bord d'un immense bateau pour survivre à un déluge dévastateur? Comment un seul bateau, même immense, a-t-il pu abriter toutes les espèces d'animaux que nous trouvons sur Terre aujourd'hui? Comment 8 personnes ont-elles pu prendre soin de tous ces animaux et les nourrir pendant une année entière passée en mer? Pourquoi avons-nous des récits de gens qui prétendent avoir vu l'arche sur le mont Ararat alors que des douzaines d'expéditions bien financées s'y sont rendues pour la découvrir et sont revenues bredouilles? Soit l'arche est réellement là-haut, soit elle n'y est pas.
Ces récits et ces descriptions de l'arche sur le mont Ararat en Turquie sont-ils les hallucinations de fanatiques religieux ou s'agit-il de rapports de témoins qui se sont honnêtement trompés? S'il en est ainsi, comment pouvons-nous expliquer la présence de bois très anciens et d'objets trouvés tout là-haut sur cette montagne dépourvue d'arbres? Pendant de nombreuses années, on a pensé que les réponses définitives à ces questions ne seraient jamais trouvées. Mais maintenant, la technologie scientifique moderne et les nouvelles explorations archéologiques commencent à percer les nombreux secrets de cet épisode longtemps oublié de l'histoire de Noé. Au cours de cette émission, nous allons suivre deux axes de recherche. Nous allons examiner d'anciens récits et rechercher des preuves historiques de l'épopée de Noé et du Grand Déluge, mais nous allons surtout orienter notre enquête vers la recherche de preuves convaincantes de l'existence de l'arche et même, si possible, essayer de la retrouver. Pour mener notre propre enquête, nous avons suivi les pas de nos prédécesseurs en reprenant les indices qu'ils avaient accumulés lors des précédentes expéditions. Il faut en effet bien être conscient que l'existence même de l'arche est depuis très longtemps l'objet de grandes controverses. Il est tout à fait normal et compréhensible d'afficher un certain scepticisme la première fois qu'on est confronté à ces récits anciens. Et c'est bien pourquoi la première découverte contemporaine de preuves de l'existence de l'arche a fait autant sensation et a relancé de nouvelles investigations. Dans les années 50, le mont Ararat apporta enfin au XXe siècle son premier indice matériel de l'existence de l'arche et de son emplacement. Ce fut le début d'une série de découvertes fructueuses qui commencèrent à fissurer le mystère qui entourait l'arche. Le premier à s'intéresser à l'arche fut Fernand Navarra, un technicien en bâtiment, un Français, qui faisait alors son service militaire. Navarra entama la première d'une série d'expéditions sur le mont Ararat en 1952. Les guides kurdes m'ont abandonné en bas de la montagne, alors j'ai dû faire de mon mieux et j'ai continué tout seul. Je n'ai pas pu trouver l'arche directement, mais j'ai vu une énorme forme sombre prise dans la glace transparente. J'ai alors compris qu'il me faudrait revenir pour découvrir ce que cela pouvait être. Navarra retourna en juillet 1955, accompagné par son jeune fils Raphaël. Ce que nous voyons ici sont les images tournées par Fernand Navarra et son fils pendant leur expédition. « 1955 fut une année chaude et il y eut une grande fonte des glaciers. Je savais que si je voulais avoir une chance d'atteindre l'arche, ce devait être maintenant. » C'est Raphaël qui le premier a vu quelque chose. À 4500 mètres, Navarra se laissa glisser avec précaution dans une profonde crevasse. On pouvait facilement voir le bois, mais il était pris dans la glace. Jusque-là, je n'avais eu aucune idée de sa taille. Ce que Navarra détacha de la glace à la hache était une poutre de bois taillée à la main d'1,50 m. Un grand moment. J'en avais rêvé. Raphaël et moi étions excités comme si c'était Noël. J'ai essayé de le redescendre de la montagne en le mettant dans mon sac à dos. C'était très lourd. Je n'arrivais pas à garder l'équilibre. Ça allait si mal que j'ai dû en couper un morceau. Et plus tard, il m'a fallu encore le retailler pour les échantillons destinés au test. Un grand moment et l'accomplissement d'un souhait longtemps attendu. Mais était-ce réellement du bois provenant de l'arche de Noé? Il fut montré que le type de bois que Navarra avait trouvé ne pouvait pas provenir d'arbres ayant poussé sur le mont Ararat. En fait, il n'y a pas de forêt à moins de 500 km de la montagne. Navarra lui-même a fait analyser le bois qu'il avait rapporté dans 3 laboratoires différents. La datation montra un âge d'environ 5000 ans, ce qui concorde tout à fait avec le récit biblique du déluge. Les tests scientifiques montrèrent que quelque chose de très vieux et de mystérieux se trouvait incontestablement sur le mont Ararat. La découverte enthousiasmante de Fernand Navarra avait ouvert la porte à une nouvelle génération de chercheurs d'arches. La plus grande partie de ce que nous savons de l'histoire de Noé provient du livre de la Genèse dans la Bible. Mais avant d'aller plus loin, peut-être faut-il d'abord répondre à une question simple. Pourquoi Dieu détruirait-il le monde et presque tous ses habitants, y compris les animaux ? La réponse donnée par la Bible montre que Dieu a vu que la terre était envahie par une terrible méchanceté. La Bible déclare que Dieu a décidé de détruire le monde parce que l'homme vivait dans la corruption.
Quels que soient les autres péchés dont les gens d'alors se soient rendus coupables, les récits archéologiques démontrent qu'ils avaient des comportements d'une violence incroyable. Bien que la violence ait toujours fait partie de la façon de vivre de l'homme, de nombreux écrits anciens, grecs et hébreux, indiquent qu'il y avait beaucoup de corruption et de violence parmi les peuples de la terre. Il y avait beaucoup de meurtres. En vérité, la vie humaine ne valait pas cher. Mais Dieu vit qu'un homme et sa famille étaient justes. Cet homme, c'était Noé. La Bible rapporte que Dieu parla directement à Noé et lui dit « Pour moi, la fin de toute chair est arrivée, car à cause des hommes, la terre est remplie de violence, et je vais les détruire avec la terre. » Le texte biblique nous apprend qu'il avait une femme et qu'ils avaient 3 fils, Sem, Cam et Japheth. Parce que Noé était un homme juste qui marchait avec Dieu, ils furent épargnés par le déluge, y compris les femmes des fils de Noé. En tout, seulement 8 personnes. Certains prétendent que l'histoire de Noé, comme beaucoup de choses dans la Bible, ne sont rien de plus que d'anciennes légendes sans véritable fondement. Mais quand les scientifiques ont commencé à fouiller pour trouver des faits, ils ont fait des découvertes surprenantes. Charles Berlitz, auteur de nombreux livres, y compris The Lost Ship of Noah, le bateau perdu de Noé, est un linguiste renommé qui a étudié le récit du déluge en détail. Dans toutes les cultures que j'ai étudiées, l'histoire de Noé et du déluge sont pratiquement identiques, et cela dans toutes sortes de langues anciennes. Que ce soit en perse, en babylonien, en égyptien ancien, en chinois, en sanskrit, la seule chose qui change de temps en temps, c'est le nom de Noé. Il n'apparaît pas seulement dans la Bible, mais aussi dans le Coran, le livre de l'islam. On y rapporte l'histoire de Noé, ou Nouh en arabe, qui échappa au déluge dans l'arche avec sa famille. Ces récits contribuent certainement à appuyer l'histoire de Noé. Mais y a-t-il un appui archéologique à ces récits? On trouve le récit du déluge en écriture cunéiforme sur des tablettes babyloniennes, akkadiennes et sumériennes qui sont maintenant au British Museum. Mais on a retrouvé des récits du déluge encore plus anciens, en caractères chinois individuels. Ces caractères chinois remontent vraiment à un lointain passé. Et on trouve les plus anciennes formes de caractères chinois dans des récipients de bronze. Dans certains récipients utilisés pour les cérémonies, on a trouvé des inscriptions à l'intérieur des récipients. À l'encontre de ceux qui le nient, on trouve des preuves historiques de l'existence de Noé et du déluge. 272 mentions pour être exact dans toutes les civilisations et cultures du monde entier, y compris les cultures aztèques, incas et espagnoles trouvées dans le Nouveau Monde. Nous allons concentrer notre recherche sur ce pic volcanique totalement dépourvu d'arbres qui borde l'Iran et l'ancien empire soviétique. Le mont Ararat s'élève à environ 5160 mètres, couvrant 60 km². Pour connaître un peu mieux cette sinistre montagne et ses défis infinis, nous avons rendu visite au Dr John Morris, un professeur de géologie qui a conduit 15 expéditions sur le mont Ararat. J'ai escaladé des montagnes partout dans le monde, mais le mont Ararat, comment dire, il est brutal. C'est le pire que j'ai escaladé. Réellement, vu du sud, on dirait un joli cône volcanique, mais sur la face opposée, il y a cet incroyable canyon, la gorge Aura. Il est à peu près 1,5 fois plus haut que le Grand Canyon, avec des parois à la verticale. Impossible à escalader. Il est recouvert d'une calotte glaciaire tout au long de l'année qui érode continuellement les couches volcaniques et produit des avalanches qui rabotent tout sur leur passage. Chaque après-midi, il y a une tempête en haut de la montagne et les vents soufflent à plus de 160 km/h. Mais ni les légendes inquiétantes, ni les risques mortels de l'escalade n'ont détourné des milliers de personnes décidées à trouver une réponse. Ils défient la montagne depuis des centaines d'années. Nous savons que Berossus, grand prêtre chaldéen et historien, a visité le site vers 475 avant Jésus-Christ. Il a beaucoup écrit au sujet du phénomène dont il fut témoin, indiquant qu'il était alors très facile de distinguer l'arche de son environnement tout en haut du glacier.
Aramanus, l'historien égyptien de l'an 30 avant Jésus-Christ, qui fut l'auteur d'une histoire ancienne de la Phénicie, mentionne l'existence de l'arche sur le mont Ararat. À la même époque, Nicolas de Damas, le biographe d'Hérode le Grand, parla de l'emplacement de l'arche près du sommet de l'Ararat et rapporta que des pièces de bois s'y trouvaient encore. De nombreux personnages célèbres de l'Antiquité ont fait le voyage jusqu'à cette impressionnante montagne. Parmi eux, l'évêque de Salona, en 360 après Jésus-Christ, a montré une précieuse relique, un morceau bien préservé d'un grand bateau de mer. L'historien arménien Yfong a dit qu'il a lui-même vu l'arche en 1254. Il a écrit « Au sommet du mont Ararat, un grand objet noir est visible, l'arche de Noé ». En 1269, le grand explorateur Marco Polo écrivit dans le récit de ses voyages que l'arche de Noé reposait sur les hauteurs enneigées du mont Ararat. Il y a de multiples preuves historiques anciennes, couvrant une période de presque 2000 ans, qui montrent que l'arche se trouve sur le mont Ararat. Ces descriptions, rapportées par des historiens de premier plan à leur époque, ainsi que les récits de témoins, ajoutent une crédibilité considérable à la survie de l'arche sur le mont Ararat. Selon la Bible, le Seigneur ordonna à Noé de construire l'arche en bois de gopher afin de survivre au déluge. Évidemment, le bois de gopher devait être très résistant. Quelle sorte de bois était-ce exactement? Le bois de gopher indique plutôt un procédé qu'une espèce. En Israël, dans les temps anciens, ils avaient un arbre particulier dont on suppose qu'ils coupaient l'écorce et collectaient la sève pour coller les pièces de bois. Une fois durci, l'ensemble devenait incassable. On ne pouvait pas plus le casser dans un sens que dans l'autre. C'était alors une sorte de contreplaqué, parce que le bois de gopher est un procédé et un stratifié. Que ce processus ait ou non été utilisé, le vaisseau devait avoir été incroyablement résistant à cause de ses immenses dimensions. Une longueur de 300 coudées par 50 coudées de large et 30 de haut, une coudée équivaut à environ 44 cm. À quoi cela correspond-il au juste? Il contenait 55 000 mètres cubes, ce qui équivaut à 170 wagons de marchandises. L'arche a dû être pensée dans cette perspective. Pensez à un immeuble d'une hauteur de 4 étages sur toute la longueur et vous en avez une idée. Dieu dit à Noé de faire une arche comportant 3 niveaux. La construction de l'arche a pris de nombreuses années. Les voisins de Noé venaient pour rire et se moquer d'eux, alors que Noé et sa famille travaillaient pour la terminer. La construction à la main d'un vaisseau de ces dimensions laisse rêveur. Comment a-t-il été possible que Noé ait construit une arche ayant les dimensions rapportées par la Bible, sans l'usage de la technologie moderne? Si nous regardons les traces que nous ont laissées les anciennes civilisations, nous nous rendons compte que plus nous retournons en arrière, plus les travaux sont étonnants. Les Minoens étaient très avancés. Certaines reconstructions de leurs temples, qui avaient été détruits par une catastrophe, révèlent qu'ils avaient de formidables compétences en architecture et de grandes capacités artistiques. On peut voir des pierres avec des incrustations, des procédés de ventilation naturelle et d'air conditionné. Quand vous allez en Égypte, vous trouvez certains objets qui ont reçu un plaquage par un procédé électrolytique. On a littéralement retrouvé de tels objets plaqués qui datent de l'Antiquité. Les anciens étaient aussi capables de faire des batteries et de produire de l'électricité. Les Mayas ont également calculé que l'année solaire était de 365 jours 2420, une précision de 10 millièmes de jour. Si vous observez cette femme enterrée il y a 21 siècles en Chine, vous verrez que son corps est aujourd'hui parfaitement conservé, de sorte qu'elle peut être examinée au rayon X. De tels exemples nous indiquent qu'en fait, l'homme de cette époque avait une technologie très développée, largement suffisante pour construire un vaisseau de la taille de l'arche de Noé. Vers le milieu du XIXe siècle, le développement des communications contribua à réduire les distances d'une façon significative. C'est ainsi que les civilisations occidentales reçurent davantage d'informations et entendirent parler des rumeurs et des récits de ceux qui avaient aperçu l'arche de Noé. En 1829, un médecin allemand d'origine russe, Friedrich Parrot, fut le premier explorateur occidental à escalader le mont Ararat, dont nous ayons une trace. Avant l'ascension, Parrot visita la cathédrale arménienne d'Ekmiazine en Arménie soviétique. C'est là qu'il a vu la croix dont on prétend qu'elle a été sculptée sur une pièce de bois ramenée de l'Arche en l'an 318 après Jésus-Christ. Parrot écrivit que la sculpture mesurait 30 cm de long par 22 de large et qu'elle avait été brunie.
De là, Paro grimpa à 2200 mètres où il atteignit le village Ahora. C'est là qu'était situé le monastère Saint-Jacques. À cet endroit, il vit d'anciens manuscrits ainsi que des reliques de l'arche. Paro continua jusqu'au sommet du mont Ararat, mais il ne réussit pas à localiser l'arche. En juin 1840, 11 ans après l'expédition de Paro, le mont Ararat subit un énorme tremblement de terre. Le monastère et la plupart des 2000 maisons et bâtiments de la région furent détruits par le tremblement de terre. Il y eut peu de survivants. Le monastère Saint-Jacques et les reliques qu'il contenait disparurent sous une avalanche de roches et furent brisés en 1000 morceaux, laissant derrière la gorge Ahora, un canyon accidenté plus profond que le Grand Canyon. Pendant tout le 19e siècle, des aventuriers, des explorateurs et des gens de foi continuèrent à organiser des expéditions pour trouver l'arche. Hermann von Hamisch grimpa au sommet en 1845 et son nom a été donné à 2 grands glaciers importants de la région. Le colonel Kotskill de l'armée russe vainquit le sommet en 1850. Le major anglais Robert Stewart fit son ascension en 1845. Il y a des gens qui ont des difficultés à croire les récits du passé, tout simplement parce que les histoires sont vieilles. Mais ne faut-il pas admettre qu'au moins certains chercheurs de l'arche du 19e siècle aient pu réellement la voir et rapporter des preuves de son existence? Les sceptiques peuvent-ils effacer d'un revers de main ces nombreux récits de témoins oculaires et de descriptions? J'ai étudié pratiquement chaque description historique connue de l'arche sur le mont Ararat. Au cours des 150 dernières années, de nombreux témoignages donnent des détails considérables. J'ai comparé 34 de ces récits et j'ai découvert qu'il y avait une formidable cohérence entre ces témoins oculaires, bien qu'ils ne se soient jamais rencontrés. Nous pouvons choisir de croire que tous ces récits ont été inventés ou alors qu'ils proviennent de témoins qui ont vu quelque chose. Mais il y a aussi la possibilité de croire que l'arche, ou une grande péniche en bois, se trouve sur le mont Ararat, même s'il n'y a qu'un seul de ces rapports qui soit vrai. Alors que le grand navire s'achevait, Dieu commanda à Noé d'amener à bord de l'arche un couple de toutes les créatures vivantes, mâles et femelles. Le rassemblement de tous ces animaux n'était-il pas une tâche pratiquement impossible? Un exploit totalement improbable? La Bible dit « Les animaux viendront dans l'arche ». Dans ce cas, il faut se demander comment les animaux ont pu trouver ce lieu. Nous pensons qu'ils ont senti instinctivement, à partir de tout ce qui se passait autour d'eux, que ce désastre imminent était sur le point d'arriver. Ils ont donc été amenés, ou peut-être même conduits, à chercher un lieu sûr et sont donc venus vers l'arche. Même en tenant compte de la taille énorme du vaisseau de Noé, de nombreuses questions se posent comme autant de défis à la crédibilité du récit de l'arche. La question que je poserai est très simple. Comment un couple de chaque animal pouvait-il être amené à bord d'un vaisseau? Leur poids et leur nombre ont fait couler une flotte d'arches. Je ne crois pas qu'on puisse prendre à la lettre l'histoire de l'arche. En fait, le récit biblique ne dit pas que chaque espèce d'animal du monde était dans l'arche. De nombreuses espèces étaient dans l'océan. Les baleines et les créatures marines de toutes espèces, et bien sûr la plus grande partie des variétés d'insectes du monde, n'étaient pas non plus inclus. À partir d'études que d'autres et moi-même ont faites, nous estimons qu'il aurait pu y avoir de 2500 à 20 000 différentes sortes d'animaux à bord de l'arche de Noé.
Chaque famille de créatures sur Terre aujourd'hui a un seul couple d'ancêtres. Par exemple, bien qu'il y ait plus de 300 variétés de chiens dans le monde actuel, à cause de la reproduction sélective, ils ont un seul ancêtre commun. Considérant le nombre de sortes d'animaux censés avoir été pris dans l'arche, il y a dû y avoir largement la place pour prendre les ancêtres de toutes les espèces que nous connaissons aujourd'hui, avec de surcroît de la place pour la famille de Noé, la nourriture et les provisions. En dépit des anciens récits et des diverses descriptions rapportées au cours de l'histoire, la plupart des gens pensaient que l'épopée de l'Arche n'était qu'une vieille légende. La raison était en partie due au fait qu'il n'y avait qu'un seul récit écrit de l'Arche de Noé, celui de la Bible. C'est d'une façon tout à fait accidentelle que la crédibilité de l'histoire biblique de Noé fut fortement renforcée grâce à cet homme. Dans les années 1850, George Smith, graveur de métier, passait ses heures de midi au British Museum. Je n'étais pas un spécialiste en archéologie, mais j'avais une fascination infinie pour tout ce qui touche à l'histoire, avec un intérêt très particulier pour les objets de l'ancienne Assyrie, bien que je ne sois jamais allé dans cette partie du monde. Je lisais absolument tout ce qui était disponible sur les cultures du Moyen-Orient et j'étais complètement captivé par le sujet. Visiteur habituel, Smith s'était lié d'amitié avec le directeur du musée qui fut impressionné par l'intelligence et l'enthousiasme de cet homme. On lui offrit un travail un peu spécial. Quelqu'un avait besoin d'assembler quelques-unes des 25 000 tablettes d'argile couvertes d'écritures cunéiformes déterrées dans l'ancienne ville de Ninive, remontant au VIe siècle avant Jésus-Christ. Les 10 années suivantes de ma vie furent passées à mettre ensemble ces anciennes tablettes d'argile, mais c'était plus difficile qu'un puzzle compliqué. Les inscriptions que je traduisis de ces tablettes affectèrent profondément le monde de l'archéologie. En 1872, après 10 années de travail, Smith tomba sur le récit d'un bateau qui avait survécu à un grand déluge et s'était échoué sur une montagne. L'histoire racontée sur ces tablettes, connue comme l'épopée de Gilgamesh, est exactement analogue à l'histoire de Noé dans la Bible, confirmant ainsi que le récit biblique n'avait rien d'une légende. Les découvertes fabuleuses de George Smith excitèrent énormément la curiosité scientifique et ravivèrent l'intérêt du grand public pour l'arche et sa possible découverte. En 1876, James Bryce, un homme d'État britannique considéré juriste et écrivain, se rendit au mont Ararat. Bryce entreprit la première tentative d'escalader la montagne en solitaire, dont on est le récit. Au cours de sa randonnée, il découvrit un morceau de bois coupé à la main de 1,20 m de long et de 13 cm d'épaisseur, partiellement pétrifié. Il le trouva à 4600 mètres d'altitude sous la neige. Les journaux les plus importants, y compris le New York Times, publièrent l'histoire de Bryce, parlant alors de la découverte de l'arche de Noé. Mais la nouvelle théorie de l'évolution de Charles Darwin était en train de gagner en popularité. Le récit de Bryce, qui semblait appuyer les concepts religieux, fut largement ignoré. En 1883, le gouvernement turc envoya une expédition au mont Ararat pour examiner les dégâts du récent tremblement de terre. Les membres de l'expédition racontèrent la découverte de la partie apparente d'un très vieux bateau sortant de la glace à une altitude de 4600 mètres. On mesura l'arche, on y entra, et l'équipe rapporta avoir vu plusieurs stalles et des cages à l'intérieur du grand vaisseau. Malheureusement, une fois encore, le rapport turc n'éveilla que très peu l'intérêt international à cause de la popularité d'alors de la nouvelle théorie de Darwin. La longue tâche qui consistait à rassembler les animaux dans l'arche était presque terminée. Dieu dit à Noé, « Rentre dans l'arche, toi et toute ta famille, parce que je t'ai trouvé juste au milieu de cette génération. » Ceux qui vinrent voir le spectacle pensèrent qu'il s'agissait d'une pure folie. Un décret divin, par Noé, dans 7 jours, il allait envoyer un déluge d'eau du ciel et effacer de la surface du sol toutes les créatures vivantes qu'il avait faites. C'est alors que la porte de la grande arche fut fermée. Les gens continuèrent à se moquer de Noé, inconscients de la dévastation et de la mort qui les attendait.
Ça doit être le début. L'averse fut bien au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer. Leurs moqueries disparurent alors, leur inquiétude se transforma en peur. Même pour les 8, à bord, l'incertitude grandissait. Père, on ne peut pas les laisser mourir. On a certainement assez de provisions pour faire monter ces pauvres gens à bord. Tu sais que j'aimerais faire ce que tu dis. Mais il y a un grand dessein, un plan dont nous faisons tous partie. Nous ne pouvons absolument rien y changer. À cause du genre d'homme qu'il était, le cœur de Noé souffrait pour eux, mais il savait qu'il n'avait pas d'autre choix que de suivre les commandements de Dieu. Venons-en maintenant à l'arche elle-même. À quoi était-elle censée servir pendant le déluge? L'arche était-elle vraiment capable de sauver des vies? Un bateau de mer ayant les dimensions de l'arche aurait-il pu supporter des trompes d'eau pendant 42 jours, survivre à une violente tempête et être ballotté par la mer pendant des mois interminables? Est-il possible que l'arche soit demeurée en bon état et conservé sa stabilité sur l'eau? Certains chercheurs rejettent complètement l'idée qu'un bateau en bois de la taille de l'arche soit capable de naviguer. En ce qui concerne la conception et la construction de l'arche biblique, il y a plusieurs raisons importantes pour lesquelles elle ne peut avoir existé. Tout d'abord, la technologie requise n'existait tout simplement pas. Ensuite, n'importe quel vaisseau moderne actuel aurait certainement coulé dans des conditions climatiques moins rudes que le déluge biblique. Il est très improbable que l'arche en bois de Noé ait pu survivre plus que quelques heures dans de telles conditions. Pour examiner cette question, nous avons apporté une maquette de l'arche à un laboratoire marin pour voir comment il se comporterait face aux diverses pressions hydrauliques et aux vagues irrégulières généralement rencontrées sur l'océan. L'arche fut estimée non seulement capable de naviguer, mais exceptionnellement stable. Puis le bassin à vagues simula des vagues correspondant à un raz-de-marée de 60 mètres de haut. À nouveau, l'arche se révélait extraordinairement stable. On peut montrer que l'équilibre entre la flottabilité, la pesanteur, la force des vagues, etc., serait tel que l'arche se redresserait d'elle-même si on l'inclinait même jusqu'à 90 degrés. La résultante des forces la ramènerait à l'équilibre. Il est pratiquement impossible qu'elle chavire. Il apparaît donc que l'arche fut en fait un vaisseau de mer très fiable.
Et c'est d'autant plus remarquable qu'aucun navire d'une telle taille n'a jamais été construit, pas plus d'ailleurs qu'au cours des 4000 ans qui ont suivi. En 1902, Georges Agopian, un jeune Arménien âgé de 8 ans, originaire de Legvan en Turquie, devint le plus jeune témoin oculaire connu. Le jeune Georges avait accompagné son oncle sur le mont Ararat. C'était un été particulièrement chaud, ce qui rendait l'arche à la fois visible et facilement accessible pour le jeune homme et son oncle. C'était immense à voir, plus grand que tous les bâtiments que j'ai jamais vus. Mon oncle voulait me mettre sur le toit, mais on a dû empiler des rochers pour l'atteindre. Alors Georges s'élança et put atteindre le toit du vaisseau. Des membres de ma famille nous avaient raconté des histoires sur l'arche. Et maintenant, c'était moi qui me tenais vraiment dessus. Tout près, je pouvais voir un trou dans le toit. Je suis allé regarder à l'intérieur, mais c'était trop sombre pour y voir quoi que ce soit. Il y avait des morceaux cassés ici et là, mais c'était encore suffisamment solide pour pouvoir marcher dessus. Le long de la partie surélevée, au milieu, il y avait des ouvertures comme des fenêtres, mais je ne pouvais rien voir. Des années après, Georges Agopian décrivit ce qu'il avait vu à l'illustrateur archéologique, le docteur Alfred Lee. Ici, Georges Agopian y est monté avec son oncle après une sécheresse de 4 ans. Et ils ont vu l'arche complètement à découvert. Il a aussi pu observer le long de l'arche la texture du bois. Des assemblages bien faits à l'aide de chevilles de bois. Il a vu la couleur du bois. Ce n'était pas de la pierre. C'était effectivement une construction en bois faite par des hommes. Toutes ces poutres et ces planches de bois éparpillées sur les pentes de l'Ararat au travers des siècles posent une autre question. Après autant d'années, dans quel état l'arche doit-elle être maintenant? Il y a eu un terrible tremblement de terre. Une grande crevasse s'est formée ici et une grosse avalanche, et l'arche s'est fendue en 2 parties. C'est cela qu'on voit aujourd'hui. Et ceci nous amène à un des grands mystères qui entourent l'arche. Comment se fait-il qu'après avoir été repérée par une personne, l'arche ne puisse être retrouvée ensuite par les autres? Cela peut suffire à rendre suspect le récit de certains témoins oculaires. Y a-t-il une réponse à ce mystère? Cette photo, qui a été prise par le satellite français Spot en août 1986, indique que le mont Ararat représenté ici est constamment recouvert de glace d'un bout de l'année à l'autre. Sur le mont Ararat, il y a bien entendu des changements de temps selon les saisons. Les chances de voir l'arche sont beaucoup plus grandes pendant les mois chauds de la fin d'été, comme en août ou en septembre. Cependant, il y a des cycles où le temps est plus chaud, toutes les quelques années, ce qui entraîne une fonte accrue de la neige qui couvre le sommet. Il est possible et certainement probable que l'arche soit seulement visible ou accessible durant ces rares périodes où la température est plus chaude. Une expédition à la recherche de l'arche peut ainsi passer à pied sur l'arche recouverte de glace sans même savoir qu'elle est là. Le premier rayon de soleil fut comme une révélation. Le soleil! Venez tous voir vite! Oh, vous avez vu? Oh. Le soleil. C'est le moment d'ouvrir la porte. Il y a si longtemps. On va quitter l'arche bientôt? Pas encore, j'en ai peur. Le Seigneur nous révélera son plan le moment venu. En fait, ils durent rester à bord sur les flots pendant 7 mois encore. Les passagers humains à bord de l'arche n'étaient qu'au nombre de 8. Cependant, il fallait nourrir plusieurs milliers d'animaux et s'en occuper pendant tous ces mois passés en mer.
Cela semble impossible. Comment Noé et les siens auraient-ils pu y parvenir? Dans l'arche, on peut penser qu'il faisait très sombre, principalement à cause de la tempête. Dans ces conditions, les animaux de l'arche se nourrissaient sans doute moins, dormaient davantage et, dans de nombreux cas, on peut supposer qu'ils hibernaient. Le repos, la quantité réduite de nourriture, le sommeil, l'obscurité, toutes ces choses pouvaient faire que la famille de Noé était plus que suffisante pour s'occuper des animaux, même pendant plus d'une année. Ce fut en 1916 que la série des témoins oculaires connut un autre tournant important. Peu après la Première Guerre mondiale, un pilote russe, le lieutenant Zabalotsky, fit connaître le récit remarquable de sa découverte de l'arche sur l'Ararat. J'étais avec un petit groupe d'aviateurs, à environ 40 km au nord-est du mont Ararat. Un nouveau moteur de haute altitude avait été installé sur un des avions et j'avais été envoyé pour un test en vol. En faisant le tour de la montagne, j'ai vu là une structure sombre, énorme, quelque chose de la taille d'un navire de guerre. C'était une embarcation bizarre, mais très clairement un bateau arrondi vers le haut. Les nouvelles de la découverte de Zabalotsky atteignirent le tsar Nicolas lui-même. En 1917, le tsar envoya 2 compagnies de soldats pour localiser et voir en détail cette trouvaille extraordinaire. Les soldats trouvèrent l'arche et la mesurèrent. Ils firent aussi un relevé photographique du grand bateau. Malheureusement, c'était au moment où la révolution communiste était en train d'éclater dans le pays. Résultat, les rapports et les photographies de cette expédition n'ont pas été retrouvés et on suppose qu'elles sont perdues ou cachées dans une chambre forte du Kremlin. Cependant, quelqu'un les a vues. Megan Butler, des éditions Rainieri Gateway, Washington, a récemment publié le livre Anastasia. Il raconte la biographie de la fille du tsar russe. Il y a eu une controverse autour d'une expédition russe et d'une découverte de l'arche vers 1916 ou 1917. Notre auteur a passé 20 ans à rechercher Anastasia, la dernière survivante de la famille royale russe. Durant une de ses conversations privées avec elle, il a été stupéfait quand elle lui a parlé d'une expédition que son père, le tsar, avait ordonnée et qui devait mesurer et photographier l'arche de Noé. Elle lui a dit avoir réellement vu les photographies et le compte-rendu de cette expédition. Elle lui a aussi dit avoir porté une croix fabriquée avec le bois de l'arche de Noé. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les pilotes alliés effectuèrent de nombreuses missions dans les alentours du mont Ararat. Cette revue française de 1969 rapporte le récit de Vladimir Roskovitsky, dont l'avion survola une sorte de carcasse d'un navire gigantesque. Cet article étonnant dans un magazine de vulgarisation très connu en France à l'époque date de 1969. Il est intéressant de remarquer que la bonne foi des témoins oculaires de l'arche n'y est pas remise en question. J'étais en Afrique du Nord avec le bataillon SIB. Et je travaillais pour l'armée de l'air. Avec un de mes amis pilotes, un soir, nous avons décidé de prendre un café. Et alors que nous étions au mess des officiers, nous avons entendu la conversation de quelques officiers au sujet de photos qu'ils avaient prises lors de leur vol au-dessus de la Turquie et au-dessus du mont Ararat. Et alors qu'on regardait les photos, on a commencé à s'y intéresser et à les regarder de plus près. Et certains d'entre eux disaient: « Tu sais, ça pourrait être l'arche de Noé. » Laissez-moi vous dire ce que j'ai vu sur ces 3 photos. Tout d'abord, les 3 photos montraient un pan de glace qui était sur le bateau avec un angle comme celui-ci. La glace le couvrait, mais pas ici. Quand on regardait du côté droit, il y avait une ouverture en bas où ça avait été éventré. Je voyais les différents, 1 ou 2 étages et aussi une structure le long de ce côté-ci. Pour ces pilotes, il n'y avait aucun doute que c'était l'arche de Noé. Et une photo semblable est parue dans le Star and Stripes vers 1944. Je suis convaincu qu'à ce moment-là, j'étais en train de regarder l'arche de Noé. Je n'ai aucun doute là-dessus et les pilotes non plus. Dans la Genèse, nous lisons que les eaux s'étaient renforcées de 15 coudées et que toutes les hautes montagnes qui étaient sous tous les cieux furent couvertes. Les pics des plus hautes montagnes de la Terre auraient donc été recouverts par une dizaine de mètres d'eau.
Les inondations sont un phénomène courant dans la nature. Peu de parties du monde sont à l'abri de ces ravages. Mais le récit biblique du déluge de Noé nous parle d'un gigantesque désastre mondial. Un déluge mondial requérant des milliards et des milliards de mètres cubes d'eau. Peut-on trouver une trace quelconque confirmant que tout cela s'est réellement produit? Les déluges, qu'ils soient grands ou petits, font partie intégrante de la nature de la planète. Il y a beaucoup d'indications de déluges dans l'Antiquité, mais personnellement, j'ai des doutes sur une masse d'eau qui aurait recouvert la Terre entière pendant 150 jours. Il y a une quantité considérable de preuves d'une catastrophe universelle par un déluge massif. Et je vois la plupart de ces preuves dans les traces de fossiles. On a retrouvé partout sur la planète des fossiles d'animaux et de poissons enterrés soudainement alors qu'ils nageaient, ensevelis d'une façon catastrophique à un moment donné. Une des découvertes de fossiles les plus fascinantes qui montrent des animaux en train de nager inclut des rhinocéros, des hippopotames et des zèbres brûlés dans les cendres volcaniques du Nebraska, des centaines de dinosaures à Alberta, au Canada, noyés dans un déluge de cendres volcaniques, et en Écosse, des tonnes de poissons ont été trouvées dans des positions de terreur, les nageoires étendues et les yeux gonflés. Un autre cimetière de fossiles, celui de Geiseltal en Allemagne, montre un mélange de plantes et d'insectes de toutes les zones climatiques. Quand ces sortes de fossiles sont trouvés ensemble, c'est habituellement symptomatique d'un déluge mondial et d'un ensevelissement rapide. Si, comme la Bible le déclare, tous les sommets des montagnes furent submergés par l'eau, est-ce que nous pouvons en trouver une preuve? D'un point de vue géologique, j'ai remarqué deux choses qui indiquent que cette montagne volcanique de plus de 5000 mètres était autrefois sous l'eau. D'abord, c'est la présence sur l'Ararat de ce que l'on appelle de la lave Pilo. Cette lave est une formation unique qui apparaît quand de la lave en fusion sort de la terre sous l'eau. Ce fait suffit à indiquer que la montagne était à une certaine époque sous l'eau. Deuxièmement, nous avons trouvé sur le mont Ararat des cristaux de sel qui n'ont pu se former que sous l'eau. Ces cristaux de sel ont été trouvés à 4600 mètres d'altitude, ce qui indique qu'au moins jusqu'à la hauteur des neiges éternelles, cette montagne se trouvait sous l'eau. Ces indices montrent donc qu'effectivement le déluge a bien été massif et a recouvert toute la terre. Il apparaît de plus en plus que les événements relatés par le récit biblique de l'histoire de Noé doivent être vrais. Le déluge dévastateur mondial que connut Noé avec les légendaires 40 jours et 40 nuits de pluie est un des épisodes les plus longs et les plus dramatiques de la Bible. D'autres questions difficiles restent à résoudre avant de pouvoir accepter le récit du déluge. Toute cette eau, d'où venait-elle? Comment a-t-elle pu augmenter dans de telles proportions et recouvrir toute la terre? Et lorsque le déluge s'est arrêté, où s'est-elle retirée? Souvenez-vous que nous ne sommes pas en train de parler ici d'une petite inondation, mais d'un immense cataclysme mondial au cours duquel les eaux ont recouvert même les plus hautes montagnes. La Bible dit en effet que même les plus hauts sommets étaient submergés par plusieurs mètres d'eau. Le premier chapitre de la Genèse décrit précisément le firmament ou atmosphère que Dieu avait créé autour de la terre. En décrivant les eaux au-delà du firmament, l'Écriture suggère que dans les temps précédant le déluge, il y avait une voûte de vapeur d'eau autour de la terre, tout à fait comme de gros nuages. Cela faisait que toute la terre connaissait alors une température pratiquement homogène qui lui assurait un climat agréable. L'idée d'une couche de vapeur d'eau ou d'une voûte entourant la terre paraît quelque peu bizarre. Mais en fait, les voûtes sont très communes parmi les planètes du système solaire. Vénus, Jupiter, Saturne ont toutes des voûtes de nuages et d'épaisses enveloppes gazeuses autour d'elles. Et si la Terre a eu une telle voûte, combien de pluie a-t-elle pu produire? Et était-ce suffisant pour un déluge mondial? La voûte de vapeur aurait pu produire directement au maximum 13 mètres d'eau. En plus de cela, l'eau libérée par les éruptions volcaniques pendant le déluge aurait alimenté la chute de trompes d'eau pendant 40 jours et 40 nuits avant de décroître pour finalement atteindre les quantités de précipitations que nous connaissons depuis lors. Nos experts ont précisé que quand le grand déluge a commencé, l'eau est venue de 3 sources. Des fontaines souterraines, de la pluie en provenance de la voûte supérieure et des eaux des océans débordant sur la terre. Une théorie très intéressante suggère que nous cherchions une réponse au-delà du ciel. Il est clair d'après les observations des lunes et des planètes du système solaire qu'un grand nombre d'entre elles ont connu des périodes intenses de bombardements de météorites. Sur la Terre, malgré un fort taux d'érosion, plus de 100 sites d'anciens impacts ont été découverts. Il est certainement plausible que l'un d'entre eux ait entraîné une série de cataclysmes conduisant au grand déluge.
Comme cause précise du déluge et des violents bouleversements terrestres, la théorie des météorites est parmi les plus plausibles. Pour aller plus loin dans nos investigations, nous nous sommes adressés au Dr Walter Brown, ancien directeur d'un des laboratoires de recherche et de développement du département de la défense américaine. On peut voir sur notre planète 17 caractéristiques très étranges qui peuvent maintenant être expliquées de façon systématique comme conséquence d'un cataclysme diluvien mondial dont les eaux ont fait éruption de cavités souterraines avec une libération d'énergie dépassant l'explosion de 10 milliards de bombes H. Cette explication nous montre comment d'importantes montagnes se sont formées rapidement. Cela explique les mines de charbon et de pétrole, la rapide dérive des continents, pourquoi dans les fonds océaniques on trouve d'énormes fosses et des centaines de canyons et de volcans. Cela explique la formation des strates et la plupart des fossiles de mammouths congelés, les soi-disant périodes glaciaires et les grands canyons terrestres, spécialement le Grand Canyon. La Terre d'avant le déluge comportait probablement un très grand continent couvert de végétation luxuriante. Il y avait des mers et de grandes rivières. Les montagnes étaient plus petites qu'aujourd'hui, peut-être 3000 mètres d'altitude. Selon une certaine théorie, la Terre antédiluvienne avait beaucoup d'eau souterraine, environ la moitié de ce qui est maintenant dans nos océans. Cette eau était contenue dans des cavités connectées entre elles, formant une fine couche sphérique d'une épaisseur de 800 mètres, située peut-être à une quinzaine de kilomètres sous la surface de la Terre. L'augmentation de la pression dans l'eau qui était sous la Terre étira la croûte, comme un ballon s'étend quand la pression intérieure s'élève. La faille dans la croûte a commencé avec une fissure microscopique qui s'est agrandie dans les deux directions à la vitesse d'à peu près 5 km par seconde. La fissure, suivant le chemin de la moindre résistance, encercla le globe en environ 2 heures. Alors que la fissure se propageait autour de la Terre, le manteau rocheux s'ouvrit comme une déchirure dans un vêtement trop tendu. L'eau souterraine était sous une pression extrême à cause du poids des 15 km de roches qui appuyaient dessus. L'eau sortit de la faille dans une violente explosion. Tout le long de cette faille circulaire, des jets d'eau furent projetés à une vitesse supersonique dans l'atmosphère à près de 30 km d'altitude. La pulvérisation d'eau provenant de cette énorme fontaine produisit des pluies torrentielles telles que la Terre n'en avait jamais connues ni avant ni après. La Bible indique que toutes les fontaines du Grand Abîme se rompirent en un jour. Et elle décrit ces événements survenus il y a environ près de 5000 ans, événements que nous pouvons maintenant relier scientifiquement. Un jet d'eau pulvérisé atteignant la stratosphère glaciale se transforme en orage de grêle et produit d'énormes monceaux de glace, ensevelissant, étouffant et congelant instantanément de nombreux animaux, y compris des mammifères en Sibérie et en Alaska. Les jets d'eau sous forte pression érodèrent la roche des deux côtés de la faille, produisant d'énormes volumes de sédiments qui déposèrent cette eau bueuse sur toute la Terre. Ces sédiments piégèrent et ensevelirent des plantes et des animaux, créant le registre fossile. L'érosion élargit la faille. Par la suite, la largeur était si grande que la roche compressée sous la cavité souterraine se souleva, donnant naissance à la dorsale qui entoure la Terre, comme la couture d'une balle de baseball. Les plaques continentales, les plaques sous-marines ayant encore de l'eau sous elles, agissant comme un lubrifiant, glissèrent de chaque côté de la dorsale qui se soulevait. Les énormes plaques continentales accélérèrent jusqu'à atteindre 70 km/h, puis rencontrèrent des résistances, se comprimèrent et se déformèrent. La portion de la plaque sous-marine qui se plissa vers le bas forma les fosses océaniques, celles qui se plissèrent vers le haut formèrent les montagnes. Voilà pourquoi les principales chaînes de montagnes sont parallèles à la dorsale océanique de laquelle elles s'éloignèrent. Les plaques sous-marines, en s'éloignant des crêtes océaniques, ouvrirent de très profonds bassins océaniques dans lesquels les eaux du déluge se retirèrent. Sur les continents, chaque dépression en forme de cuvette ou bassin fut naturellement laissée pleine d'eau, ce qui donna de nombreux lacs post-diluviens. La démonstration d'une énorme catastrophe mondiale dans l'Antiquité dont vous venez d'être témoin soutient l'histoire biblique du déluge dans tous les détails. Les défis du mont Ararat, même pour les alpinistes professionnels, sont formidables. La recherche de l'arche en termes purement physiques peut être tout à la fois énormément difficile et très dangereuse.
Escalader le mont Harara à la recherche de l'arche est déjà particulièrement difficile. Mais le climat politique de la région est également particulièrement hostile et vient grandement compliquer le travail de recherche. Toute personne voyageant en Turquie à la recherche de l'arche expose sa sécurité personnelle à des risques considérables. Comprendre cette partie du monde, c'est comprendre une situation politique très complexe, composée de nombreux groupes de populations régionales. Cette partie de la Turquie était connue comme étant l'Arménie. Au début de l'ère communiste en Russie, plus de 200 000 Arméniens ont été éliminés par le régime bolchevique. La situation actuelle dans cette région est toujours très instable. Deux côtés de la montagne font face à des voisins hostiles, l'Irak et l'Iran, et même les parties les plus basses de la montagne sont occupées par des groupes terroristes de toutes sortes. De plus, les terroristes kurdes sont connus pour occasionner de nombreux problèmes aux membres des expéditions en les volant et les menaçant de mort. Depuis 1978, John McIntosh a fait partie de 8 expéditions sur le mont Harara. Ce jour-là, nous étions montés à 4500 mètres par la face sud de la montagne et nous avions installé le campement pour la nuit. Nous avons entendu beaucoup de bruit. Je ne comprenais pas ce qu'ils disaient, mais il était très clair qu'ils voulaient qu'on sorte de nos tentes. Ils ont sorti tout ce qu'on avait, mis de côté nos appareils photo et tout ce qui avait de la valeur qu'ils voulaient garder. Ils se mirent à brûler tout le reste qu'ils ne voulaient pas, le matériel scientifique et d'escalade valant des milliers de dollars disparus en quelques minutes. Tout notre groupe recula et se mit en ligne. À ce moment-là, je ne me rendais pas compte de ce qui était en train de se passer jusqu'à ce que je lève les yeux. Je peux vous dire que là, tout le monde priait. On a vraiment pensé, ça y est. On n'a pas attendu qu'ils nous le disent deux fois. Inutile de dire qu'on était vraiment heureux de s'en sortir. Je pense qu'on peut dire qu'on a eu beaucoup de chance. Ces gars-là étaient des durs. Après avoir été mis au courant, l'armée turque a envoyé à peu près 500 hommes dans la montagne. Un des terroristes s'est échappé, un autre a été capturé et les autres ont été tués lors d'un affrontement avec les soldats. Alors que notre découverte de l'arche se poursuit, des témoins de première importance nous racontent leur étonnante histoire. De là où j'étais, cela ressemblait à un gros rocher bleu, et en reculant, on en voyait l'extrémité. On voyait les différentes parties, les différents niveaux. Il y avait des cages et des enclos. C'était impressionnant. Nous avons donc pris connaissance d'un certain nombre de descriptions de l'arche sur le mont Harara, émanant de nouveaux témoins oculaires. Il est intéressant de remarquer que dans chacun de ces cas, l'arche a été aperçue de façon accidentelle par des gens qui n'avaient pas précisément l'intention de la localiser. En 1959, on survolait le mont Harara dans des avions de chasse volant à près de 600 km/h à 1000 mètres au-dessus du sol, quand on a repéré ce qu'on disait être l'arche de Noé. À ce moment-là, je ne pensais pas que c'était l'arche de Noé. Je n'étais pas conscient que l'histoire biblique plaçait l'arche sur le mont Harara. Ça avait la structure d'une péniche, un peu comme un grand garage. Ça avait la structure d'une péniche, un peu comme un grand garage. Et on aurait dit que ça sortait de la montagne comme d'une sorte de dépression en forme de fer à cheval. Ça ressemblait clairement à une construction humaine. Pendant les mandats des 4 présidents des États-Unis, de Nixon à Reagan, je volais toujours à bord d'Air Force One en tant que photographe de la Maison-Blanche, chargé de couvrir les activités du président.
Une fois j'étais à bord avec le président Jimmy Carter. On se rendait de la Pologne à Téhéran en Iran pour participer à la fête du Nouvel An donnée par le Shah. Pendant le vol, alors que nous survolions l'est de la Turquie, quelque chose attira notre attention à la fenêtre. C'était un moment impressionnant. Les MiG soviétiques nous escortaient aile contre aile et à ce moment-là, quelqu'un nous a dit de regarder en bas, qu'on voyait l'Arche de Noé. J'ai regardé et là, à peu près au milieu de la montagne accidentée, il y avait un grand bateau sombre, clairement visible. Il était partiellement couvert de neige ou de glace. Je suis convaincu à cause de ce que j'ai vu là que c'était l'Arche de Noé. Il y a en fait de plus en plus de preuves photographiques aériennes ou terrestres, des images qui semblent montrer une grande structure faite par la main de l'homme tout en haut du mont Ararat. Ray Anderson, ancien ingénieur de l'aérospatiale, a escaladé le mont Ararat en 3 occasions et il a analysé des clichés affinés de ce qu'il croit être l'Arche de Noé. Il y a quelques années, j'ai trouvé une diapo où l'on voyait un objet intéressant dans le coin supérieur droit. En regardant cet objet au microscope, il m'est apparu que ça pouvait être le bout d'une longue pièce. Actuellement, l'arche est cassée en 2. Nous en avons la preuve grâce à de nombreux témoins. Lors d'un tremblement de terre, la partie sud de l'arche a glissé sur cette pente sur environ 30 mètres et s'est logée dans une crevasse. Alors, j'ai examiné cet objet qu'on ne voit que sur cette seule image. Parmi des centaines que j'ai examinées et au microscope, j'ai vu vraiment nettement le toit ou une section du toit de ce qu'on appelle la superstructure. Ces photos suggèrent que quelque chose de grand, fabriqué par l'homme, est vraiment sur la montagne. Pendant leur longue épreuve en mer, Noé et sa famille avaient la foi, mais peu de réponses. Combien de temps durerait le déluge? Allaient-ils trouver la terre avant de manquer de nourriture pour eux et les animaux? S'il y a de la terre ferme, elle la trouvera. Noé fit sortir une colombe de l'arche afin qu'elle cherche de la terre sèche qui aurait pu émerger des eaux du déluge. Mais la colombe revint, n'ayant trouvé aucune place pour se poser. Plus tard, Noé fit ressortir la colombe. Cette fois, elle revint tenant une branche d'olivier dans son bec, indiquant ainsi que les flots avaient diminué. L'arche avait été en mer pendant de longs mois, attendant que la tempête cesse et que les eaux du déluge diminuent. Elle finit par reposer sur les montagnes de l'Ararat. Maintenant, 8 mois après le début du déluge, d'autres pics désolés devinrent visibles. Noé et sa famille suivirent le commandement de Dieu et restèrent à bord de l'arche pour leur sécurité et celle des animaux. C'était leur seul abri et leur seul foyer. Ce fut au 10e mois que Noé grimpa sur la plus haute extrémité de l'arche. Il ouvrit alors la porte qui lui permit d'atteindre le toit du grand bateau. Il monta sur le toit pour voir dans toutes les directions du lieu où l'arche s'était posée. Le paysage désolé montrait encore les ravages du déluge dévastateur. Il se passa encore 60 jours avant que Noé sente qu'il était assez en sécurité pour quitter l'arche. En tout, Noé et sa famille furent à bord de l'arche 375 jours. Puis toutes les créatures de la terre furent remises à nouveau en liberté. La foi de Noé dans les commandements de Dieu a été un énorme acte de foi. Mais ce fut une foi bien récompensée. Noé et sa famille furent les seuls êtres humains à survivre au grand déluge. Et grâce à la fidélité de Noé, le Seigneur promit de ne jamais apporter une telle destruction, et pour la première fois sur terre,
Il fait apparaître un arc-en-ciel comme sceau de sa promesse à l'humanité. On peut trouver cela un peu ironique ou penser que c'est plutôt une bonne chose, quand on remarque que les témoins oculaires de ces dernières années sont des gens très simples, provenant de tous les milieux, des individus modestes qui n'ont pas de grands points de vue à défendre, pas de livres à vendre, pas de croyances à imposer à qui que ce soit. Nous avons localisé 4 personnes qui ont fait cette rencontre unique avec l'Arche de Noé sur le mont Harara. Aucun d'eux n'a écrit de livre, ni n'est venu prêcher sur une estrade. Pour chacun d'eux, ce fut une expérience personnelle et très émouvante. C'est en 1973 qu'Ed Behling, résidant dans le Colorado, devint témoin oculaire de l'Arche. Ed Behling était un technicien travaillant dans un poste de défense situé à 150 km au sud-ouest du mont Harara. Une fois là, il se lia d'amitié avec une recrue de l'armée turque nommée Mustafa. Quand j'ai quitté les États-Unis pour me rendre en Turquie, mon but était de voir le plus de choses possible. Mustafa et moi nous entendions bien. À cette époque-là, il était dans l'armée depuis 1 an, et je parlais avec lui et je lui disais combien je voulais que nous allions voir l'arche. Il m'a dit qu'il avait un grand-oncle qui savait où se trouvait l'arche et que son grand-oncle allait nous y emmener. C'était vraiment excitant, vous savez, quelle aventure. On s'est retrouvés dans cette vieille tente, dans ce vieux campement. En fait, le grand-oncle de Mustafa connaissait tout. C'était le plus ancien de tous. Son oncle était un peu réticent à nous emmener là-haut. Alors j'ai parlé avec Mustafa. Il m'a dit, tu sais, je l'ai convaincu que tu es quelqu'un de bien. Les autochtones étaient très suspicieux vis-à-vis des étrangers. Sans cette liaison locale, la visite de l'arche aurait été impossible. Je lui ai demandé si je pouvais prendre un appareil photo, mais il ne préférait pas. Il m'a dit, l'Harara est près de la frontière russe, tu es américain et moi turc, on pourrait se retrouver dans une situation difficile. Le grand-oncle de Mustafa nous a emmenés directement au-dessus de cette montagne. On contournait des rochers, on passait au-dessus et en dessous de falaises. C'était comme un sentier, il savait exactement où il allait. Et moi, je suis fatigué et essoufflé. Dis donc, quand est-ce qu'on va s'arrêter? Quand est-ce qu'on va voir l'arche? Si on ne la voit pas bientôt, je veux rentrer. Son oncle se retourne et se moque de moi et tout à coup, il montre quelque chose en bas. On regarde et voilà ce bateau énorme, impressionnant. Là, en dessous de vous, dans ce brouillard, vous voyez, c'est presque comme dans un rêve qui tout à coup devient réel. Nous sommes descendus vers elle, nous l'avons contournée par le bas, à environ une 50aine ou une 30aine de mètres plus bas, parce qu'elle était sur une corniche, une falaise. On a levé les yeux et on la voyait depuis là. L'ouverture, en regardant depuis l'extrémité, était en fait carrée, un peu plus large que haute. Les côtés étaient déchiquetés et un peu fendus, et j'ai vu ce qui ressemblait à des planches. Et comparé à la colline, à la falaise sur laquelle elle se trouvait, elle paraissait énorme. C'est dur de se rendre compte, et quand j'y repense, c'est toujours difficile à imaginer. En 1943, il y avait un autre militaire stationné au Moyen-Orient, Ed Davis. Comme Ed Behling, Davis était ami d'un jeune homme, un civil, pour qui il travaillait, dont le nom était Abbas Abbas. Il le remercia en lui proposant de voir l'arche de Noé sur le mont Harara. À ce moment-là, on ne pouvait pas voir l'arche. Quand on pourrait la voir, il reviendrait me chercher. Quelques mois plus tard, il est revenu et m'a dit « On peut la voir, allons-y ». On était tous attachés avec une grande corde à 6 mètres les uns des autres. Je n'ai jamais eu aussi froid, été aussi mouillé, aussi affamé et aussi fatigué de toute ma vie que quand je suis allé là-haut. Il essayait de me montrer l'arche. De là où j'étais, cela ressemblait à un gros rocher bleu, et en reculant, on en voyait l'extrémité. C'était impressionnant. On savait que quelqu'un nous regardait. Il se passait quelque chose. Je ne sais pas comment expliquer cette impression, mais on savait qu'il y avait quelqu'un ou quelque chose. Il y avait une grande puissance présente à cet endroit. C'était l'arche de Noé. L'ensemble du récit de Davis apparaît très crédible. C'est son guide qui lui a dit que c'était l'arche et il est convaincu que c'est bien cela qu'il a vu sur le mont Harara. Mais même en écoutant ce que rapporte Ed Davis, on peut rester sceptique vis-à-vis de ce genre de déclaration. Pourtant, Larry Williams, auteur ayant participé personnellement à plusieurs expéditions, va tout à fait dans le même sens.
Quand j'ai entendu l'histoire d'Ed Davis sur l'Arche de Noé, j'ai pensé que je devrais chercher à en savoir plus non seulement sur son récit, mais sur Ed Davis lui-même. J'édite un journal pour les chasseurs de trésors et ceux qui cherchent des sites archéologiques. Je voyage partout dans le monde à la recherche des sites et de récits. Une des choses que j'ai apprises, c'est que, dans la plupart des cas, il ne faut pas croire à ces histoires. L'éditeur Larry Williams pensait business quand il décida de faire asseoir Ed Davis pour le passer au détecteur de mensonges. En fait, Larry loua les services d'un des plus grands experts. Il décida de tester la parole de l'homme, son intégrité et sa réputation. Je suis allé à Albuquerque dans le Nouveau-Mexique et j'ai engagé un expert dans le maniement des détecteurs de mensonges. Il a environ 15 ans d'expérience dans les forces de police. Je lui ai raconté l'histoire d'Ed Davis et il m'a dit « Larry, donne-moi une demi-heure avec ce gars et je vais le faire craquer. » Après 2 heures de test intensif, l'expert est sorti et m'a dit « Larry, je ne peux pas te dire sur quelle montagne Ed Davis se trouvait. Je ne peux pas te dire si c'était l'Arche de Noé. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'Ed Davis a bien vu un bateau et qu'il ne ment pas. » Le destin joua un rôle important dans le témoignage de cet homme, le docteur Ahmet Ali Arslan. Le docteur Arslan est le responsable du bureau de Washington pour un important journal turc et un ancien responsable de diffusion de la station de radio La Voix de l'Amérique. Mais surtout, il connaît le mont Harara comme bien peu de gens. Ma famille vit à Aralik, la ville turque entre le mont Harara et l'ex-Union soviétique. J'ai grandi là-bas. Et je suis monté plus de 50 fois au sommet du mont Harara, y compris avec de nombreux explorateurs internationaux reconnus, comme Fernand Navarra ou l'astronaute James Irwin, décédé depuis. En 1989, j'ai escaladé la partie nord du mont Harara, qui est en face de la gorge à Ora, la face la plus dangereuse du mont Harara, couverte d'énormes glaciers avec des crevasses très dangereuses. Parce que je suis de nationalité turque, j'ai eu la permission de faire des recherches à certains endroits du mont Harara où les autres ne pouvaient pas aller. Je suis allé examiner un certain endroit repéré sur une photo satellite comme emplacement possible de l'Arche de Noé. J'approchais du site. Soudain, la neige et la glace ont cédé. J'ai été emporté sur une trentaine de mètres. J'ai eu la chance de ne pas tomber dans une crevasse, autrement je serais mort. Quand je me suis relevé, à une cinquantaine de mètres de l'endroit où je me trouvais, j'ai remarqué une sorte de structure. C'était nettement du bois. Ça n'aurait pas dû être là, à 400 ou 500 mètres en dessous du sommet. Cela ressemblait presque à une cabane de capitaine. J'ai tout de suite pris mon appareil photo et j'ai fait des photos. On voit des poutres droites, plates, et on voit bien que c'est une construction humaine. Je crois que ce que j'ai vu et que ce que j'ai pris en photo, c'est clairement l'Arche de Noé. Il est difficile de ne pas être impressionné par le témoignage de ces 4 témoins oculaires. Ces gens sont vivants et il est facile de les interroger et d'en savoir davantage sur leur récit. 4 hommes qui ont tous été sur la montagne à différents moments, sur une période de presque un demi-siècle, et qui rapportent une histoire remarquablement semblable. Jusqu'à présent, nous avons donc vu un certain nombre de témoins civils du XXe siècle ainsi que des rapports de vue aériennes effectués par des militaires. Nous avons également entendu les récits de témoins actuels tels que Georges Agopian, Ed Belling, Ed Davis et Ahmet Aslav. Tous ces témoignages ont-ils quelque chose en commun qui puisse nous aider à retrouver l'Arche pour la montrer au monde? La réponse est oui. Il s'agit de l'emplacement de l'Arche. Tous les témoignages la situent sur la face nord du mont Harara, au-dessus de la gorge à Ora.
En août 1990, lors de l'expédition en hélicoptère autour du mont Ararat, nous avons survolé le glacier sur la face nord-est de la montagne. À ce moment-là, nous avons pris cette photo d'un objet rectangulaire que nous pensions être l'arche de Noé. Nous avons donc la photographie prise par le groupe de Carl Baugh montrant la forme d'un objet prise dans un glacier. Mais nous sommes allés plus loin et avons fait numériser cette photographie afin de l'analyser. Nous voyons actuellement une image d'ordinateur de l'objet principal identifié par satellite. Quand nous grossissons l'image numérique de cet objet, nous voyons qu'il est de forme rectangulaire. Ici, c'est le contour, et l'objet se prolonge sur une corniche. À mon avis, c'est un objet fabriqué par l'homme. Notre mystère aurait déjà été résolu si la CIA et le département américain de la Défense avaient communiqué les photos de reconnaissance du satellite espion couvrant l'est de la Turquie. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait ? À la Strategic Air Command, il y a des documents secrets à l'heure actuelle qui contiennent des photos de l'Arche de Noé. On trouve l'étiquette Arche de Noé sur l'image. Nous savons que notre gouvernement détient des images et des photos satellites de cette région et de l'Arche de Noé. Cependant, ils ne voudront probablement pas les diffuser, parce que s'ils le font, ils dévoilent du même coup la grande qualité de nos techniques d'espionnage. Mais puisque le gouvernement américain ne veut pas coopérer à notre recherche pour localiser exactement l'Arche de Noé sur le mont Ararat, nous avons dû utiliser les images provenant du satellite français Spot. Les photos du satellite Spot sont prises à 900 km d'altitude et elles permettent d'identifier des objets d'une dizaine de mètres. Elles étaient la source de reconnaissance photo des pilotes de combat américains. Ces photos furent utilisées par les combattants pendant la guerre du Golfe contre Saddam Hussein. Nous avons utilisé les dernières technologies pour notre recherche et il est intéressant de remarquer qu'un objet difficile à distinguer sur une photo prise à 200 mètres dans le brouillard peut être scientifiquement identifié avec davantage de précision en utilisant une animation 3D réalisée à partir de clichés pris à quelques centaines de kilomètres d'altitude. Les photos prises par le satellite Spot ont été apportées à Task, une société basée à Boston. Cette entreprise est spécialisée dans l'imagerie et l'animation 3D de sites géographiques. C'est ici que nous allons pouvoir situer exactement les endroits repérés par satellite. Dans notre modèle d'animation, nous approchons du mont Ararat à environ 320 km. Nous voyons le petit Ararat en premier plan, et alors que nous approchons les deux montagnes, nous nous apprêtons à voler entre les deux dans un vol circulaire autour de l'Ararat. L'animation montre clairement les glaciers sur la montagne et la grande cicatrice de la gorge Aora du côté nord, au-delà de laquelle l'arche a été vue. La gorge Aora est un spectacle impressionnant de falaises à pic tout le long de la ligne neigeuse de l'Ararat qui continue au-dessus en de multiples pics. Revenons à la gorge Aora. En traversant les glaciers Abish, nous allons examiner 3 endroits où des parties de l'arche ont été localisées par satellite, aussi bien que par des témoins oculaires pour déterminer si nous pouvons nous faire une meilleure idée des lieux. Tout d'abord, nous allons regarder dans cette région qui a la forme d'un hameçon sur le plateau est, où Ray Anderson croit que se trouve le plus grand morceau de l'arche. En passant de 11h à 5h sur une montre, nous arrivons directement au-dessus du lieu localisé par le satellite Spot et dépeint par les photos prises lors de 3 différentes expéditions réussies. C'est grâce aux images du satellite Spot que nous allons pouvoir localiser exactement l'Arche de Noé sur le mont Ararat, là où l'ont situé les satellites militaires, les témoins oculaires et les photographies aériennes. Dans ce centre informatique, ce que nous voyons sur notre écran d'ordinateur, ce sont des images du mont Ararat prises par le satellite Spot. Cette crevasse en forme de S mesure à peu près 500 mètres de long et 30 mètres de large. Au milieu, on voit clairement un objet sortant de la neige sur une corniche rocheuse. Maintenant, sur ce gros plan des images de Spot,
Nous pouvons mesurer la taille de cet objet. Nous voyons ici la crevasse avec les pixels gris, définissant un rebord rocheux. Se prolongeant hors de la neige à cet endroit, nous voyons un objet sortant sur la corniche. Chaque pixel mesure 10 mètres. Cet objet fait donc 26 mètres de large et sort de la neige d'environ 30 mètres. Selon les images satellites de Spot et l'agrandissement de la photo prise par hélicoptère, cet objet rectangulaire ne fait pas partie du terrain naturel. Selon l'information des satellites militaires, cet objet est en bois. C'est sur cette face que l'expédition en hélicoptère de 1990 a fait une autre découverte intéressante. Carl Baugh, membre de l'expédition, explique. Fin août 1990, notre équipe fit 11 expéditions distinctes en hélicoptère autour du mont Ararat. Les informations fournies par satellite indiquaient cet endroit comme l'objectif principal et les analyses spectrographiques indiquaient qu'il s'agissait de bois. Et grâce à ces images aériennes et à la spectrographie, nous savons maintenant qu'il s'agit bien d'une immense structure de bois qui est emprisonnée ici, dans la glace. C'est donc une découverte stupéfiante. Il y a encore autre chose. Voyons le troisième site, sur le bord supérieur de la gorge. C'est ici que les experts situent une autre partie brisée de l'arche qui dépasse de la glace. Cette partie est très visible lorsque la météo le permet, et c'est là que l'astronaute James Irwin a réalisé une photo surprenante alors qu'il était accompagné par une équipe de télévision hollandaise il y a quelques années. Nous étions en avion avec James Irwin à bord. Nous volions autour du mont Ararat. Et en tournant autour de la gorge Aora, à ce point précis, nous avons vu un objet sortant de la couche de neige. Cela ressemblait à l'arche de Noé. On était vraiment surexcités, mais notre temps de vol s'épuisait et nous avons dû rentrer à la base. Mais certains d'entre nous étaient réellement convaincus qu'il devait s'agir de l'arche de Noé. Ainsi, au cours de cette toute dernière expédition, qui avait obtenu toutes les permissions du gouvernement turc, cet après-midi-là, nous pensons que nous avons vu l'arche de Noé. James Irwin ne voulait pas annoncer sa découverte incroyable avant d'avoir pu mettre sur pied une expédition terrestre pour filmer les lieux. Malheureusement, Irwin est mort avant d'avoir pu retourner sur le mont Ararat. On se souviendra pendant des générations du périple sur la Lune de l'astronaute James Irwin. C'est grâce à lui et à la télévision hollandaise que le monde a reçu cette photo extrêmement surprenante. James Irwin a donc tout de même atteint son objectif en réalisant ce cliché. Certaines personnes acceptent d'être convaincues par des preuves simples. D'autres, par contre, demeurent sceptiques même en face des éléments les plus convaincants. Dans le cas de l'arche de Noé, il y a un troisième groupe de personnes. Elles n'ont pas besoin d'être convaincues. Ce que j'ai vu, c'est clairement l'arche de Noé. On regarde et voilà ce bateau énorme en dessous de vous. C'était l'arche de Noé. Vous avez vu le point de vue scientifique, des photos satellites, aériennes, des analyses. Vous avez entendu les récits de témoins qui l'ont vu personnellement. J'en avais rêvé. On pouvait facilement voir le bois, mais il était pris dans la glace. Jusque-là, je n'avais eu aucune idée de sa taille. La preuve est maintenant faite. Bien protégés et cachés loin du monde, les restes d'un bateau géant ont été identifiés sur le mont Ararat. Des échantillons de bois pris sur ce vaisseau ont été datés et remontent à l'époque où la Bible situe le grand déluge. De tout ce qui a été dit dans cette émission, que pouvons-nous conclure? Vous pouvez regarder à tous les récits qui viennent de cette communauté de nations autour du mont Ararat. Ils semblent tous avoir affaire avec un élément central qui en ressort. Il s'agit de l'histoire de Noé. Toutes les preuves conduisent au fait que ce grand bateau, qui a été observé au-dessus du mont Ararat, ne peut être que l'arche de Noé. Cet homme, appelé Noé, montra sa foi dans des proportions impressionnantes. Travaillant pendant une génération pour construire cette arche incroyable,
Il a pris avec lui des milliers d'animaux dans l'arche pour qu'ils survivent à un immense désastre que personne à son époque n'était en mesure de concevoir. Il a demandé à sa famille de croire en lui. Et en retour, il ne les a pas sauvés eux seulement, mais aussi nous tous, qui sommes ses descendants. C'est bien plus que l'histoire d'un grand bateau et d'un grand déluge. C'est aussi l'histoire d'un grand homme. N'est-il pas remarquable que ce livre, gardé soigneusement comme un grand trésor et un guide pour les croyants, apparaisse soudain aussi comme un document historique exceptionnel? Les dernières avancées de la science et la technologie moderne, comme vous l'avez vu, semblent montrer la réalité des événements que la Bible rapporte depuis près de 3000 ans. Si l'arche de Noé se trouve bien emprisonnée dans les glaces du mont Ararat, comme semble l'indiquer le poids des évidences, qu'allons-nous faire de cette information nouvelle et extraordinaire? Au début du XXIe siècle, serons-nous capables d'accepter que la Bible soit vraie? Cela remet en question pas mal de choses, n'est-ce pas?